semaine et comme dit Gilles, c'est plutôt en quantité, donc faire des bornes naturellement, plus tu t'entraînes et plus tu avales des bornes et plus tu auras une belle caisse, voilà. Concernant le rythme, le fractionné, eh bien on peut pas, tu as une VMA bien déterminée, on peut pas aller plus vite que sa VMA de toute façon. Alors, Med, faut-il chercher à être plus léger, sachant qu'il fait déjà, donc Med fait déjà 1m77, il fait 67 kg pour 1m77. Ben, moi je trouve que c'est déjà un poids tout à fait raisonnable, hein, pour ta taille, on peut pas dire que tu es en surpoids, loin de là. Et puis après, il faut faire attention de toujours chercher à être plus léger, on perd en puissance. Et sur des distances comme le marathon, ben, garder un peu de puissance musculaire, c'est quand même important au fil des kilomètres. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Dominique, mais on pourrait peut-être gagner 1 ou 2 kilos, mais il faut pas non plus Mais chercher. naturellement, hein, si tu gagnes 1 ou 2 kilos, tu vas certainement un petit peu progresser. On connaît pas ta morphologie, hein. Si tu as des gros os, par exemple, voilà, tu peux être sec avec 67 kilos. Donc, bah, fais attention à ta diététique. Soigne des tout petits détails à droite à gauche. Tu t'entraînes un tout petit peu plus. Donc voilà, hein, tu limites les entrées, tu brûles les sorties, et puis peut-être que tu feras 65, 66 kilos et tu gagneras quelques minutes sur tes performances sur marathon ou semi-marathon. Alors, Jean-Francis, toujours pareil. La musculation du dos, pour moi, est importante car dos fragile, quel conseil? Ah, je crois Alors, que je suis un peu concerné, mais vas-y Gilles, je te donnerai alors, mon avis je après. débute et puis après, Dominique va compléter. C'est vrai que souvent, un des éléments qui est souvent négligé chez le coureur à pied, c'est la solidité de la ceinture abdominale. Au fil des kilomètres, quand la fatigue s'installe, le coureur a tendance à courir plus assis. Donc avoir une bonne ceinture abdominale et puis de telle façon à bien fixer le bassin durant toute la course est important et puis évite de provoquer certaines blessures. Par contre, les exercices de musculation, toujours pareil, important de bien les réaliser parce que si on les fait mal, on risque de faire davantage mal au dos, surtout si celui-ci est fragile. Mais tu disais, Dom, que tu avais que t'es concerné Donc, actuellement. ouais, donc voilà, moi j'ai des problèmes un petit peu de fessiers, de sacro-iliaque. Et si je devais refaire ma carrière, je crois que je soignerais beaucoup plus la PPG, la condition physique, le fameux mot gainage, hein, qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans. Donc voilà, j'enlèverais une dizaine de kilomètres pour faire de la PPG. Et aujourd'hui, hein, malgré mon grand âge, entre guillemets, eh ben, j'ai repris un coach pour faire justement ce gainage, de la musculation légère et dynamique, mais suivi par un coach concernant la musculation. Le gainage, encore, on peut y arriver tout seul. Gainage veut dire abdominaux et dorsaux, hein, parce que si vous faites que des abdominaux, vous allez vous cambrer, vous allez être faible du dos. Donc c'est quelque chose de très très important. Donc du gainage à tout prix, et puis naturellement les étirements, mais avec des bons conseils, hein. Alors Christophe, pour progresser sur marathon, beaucoup disent qu'il faut progresser sur les distances inférieures. Alors ils demandent si c'est vrai ou pas. En effet, alors distance inférieure, il ne faut pas non plus faire une fixation, hein, mais il est sûr que le coureur qui aura un potentiel aérobie élevé aura la possibilité après d'être performant sur les moyennes et puis bien sûr sur les longues distances comme le marathon. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux coureurs d'acquérir une bonne base de vitesse avant de tenter l'aventure sur la distance supérieure, c'est-à-dire le marathon. Donc ça Bah, nécessite un développement de la VMA, du voilà, donc travail de... sur un plan d'entraînement, allez, on va dire sur 2 mois, souvent le premier mois, ça va être développement de la VMA, donc de la qualité, hein, du fractionné court, et ensuite le deuxième mois, avant le marathon, alors là, ça va être plus des longues sorties, du seuil. Donc ce qui veut bien dire qu'il faut toujours travailler dans le qualitatif. Quelqu'un qui va battre son record sur 10 kilomètres, et puis ensuite sur semi-marathon, si les marathoniens, il y a de grandes chances qu'ils battent son record sur marathon ensuite. Donc si vous battez votre record sur semi-marathon, et avec un bon plan d'entraînement, des belles longues sorties, je pense que votre record sur marathon devrait tomber. Donc, en effet, les distances inférieures sont quand même à privilégier un petit peu Et quand même. puis ça me fait penser à une chose, toi Dominique, avant de monter sur la route, faire du 10 km, du semi-marathon, tu as fait de la piste aussi, tu as fait Ah, bah moi j'ai fait du du, 3000 mètres, du 5000 mètres, du 10 000 mètres, du cross-country l'hiver, qui quand même a un effort intense sur 25 à 30 minutes, donc des distances à peu près de 10 kilomètres. Donc j'étais un crossman, donc voilà, donc j'ai toujours travaillé justement cette fameuse VMA pour être fort l'hiver en cross-country. Et lorsqu'est arrivé le printemps, eh bien sur la route, c'était vraiment facile pour moi parce que j'avais du pied, je faisais de la qualité et voilà. Donc après, il suffit que de rajouter du long, des longues sorties et ça, c'est beaucoup plus facile après. Et je pense que c'est un des aspects qui est actuellement souvent négligé. On a peut-être les coureurs qui montent un peu trop rapidement sur la route
et ont tendance à délaisser la piste pour. Eh ben, naturellement, faire de la piste, hein, je pense à ces nombreux vétérans, les quadras, les quinquas. Aller sur de la piste, ça fait mal, c'est violent, on n'y arrive pas trop, on a peur d'être ridicule. Aller sur un stade, sur une piste tout seul, c'est très très dur. Si je vous dis, allez, aujourd'hui, tu me fais 12 fois 400 mètres sur un stade tout seul avec du vent, il fait froid, c'est très très dur. On n'a pas envie, ça fait mal, ça brûle. Mais il faut se forcer. Bon, alors on peut trouver ces parcours aussi en nature, hein. Vos 400 mètres, vous pouvez vous les faire vous-même en nature sur des parcours étalonnés. Mais sachez que c'est quand même une clé de la réussite de faire des séquences de fractionnés sur du court. Michel, donc, qui nous demande combien de séances par semaine il faut pour monter sur, enfin, combien de séances par semaine tu préconises toi pour aller pour effectuer un marathon et puis aborder la distance de façon sereine, en mettant toutes les chances de son côté pour. Bon, mais naturellement, la course à pied, pour progresser, le minimum syndical, c'est trois fois par semaine. Pour faire de la course à pied, pour le marathon, moi, je penserais à 4. Et naturellement, si vous pouvez faire 5 fois, c'est encore mieux. Et plus il y aura de distance, mais ça, c'est par rapport à votre vie familiale, à votre vie professionnelle. Si vous arrivez à tout bien goupiller, là, tout l'ensemble, à vous de bien organiser votre entourage. Allez, 5 entraînements par semaine, à raison. Si on fait une moyenne de 15 km à chaque fois, bah, vous voyez, on arrive à 70, 75, 80 km par semaine. Et là, je pense qu'on peut faire un temps relativement honnête. Ouais. Med, donc, qui nous repose une nouvelle question. Pour 6 séances par semaine, est-ce mieux de fractionner 2 fois ou 3 fois? Ne risque-t-on pas l'épuisement en faisant trop de fractionnés? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par le mot fractionné. Bien sûr, on va pas faire 3 séances de VMA dans la semaine. Après, il y a du fractionné qui est plus ou moins intensif, et qui fait que si jamais on fait une séance. Alors, si on peut éventuellement faire 2 séances de VMA, une séance de VMA qu'on dit longue, une séance de VMA dite courte, et après un travail de fractionné à des allures plus modérées. Là, c'est faisable, mais faut bien entendre, bien comprendre ce qu'on met derrière le mot fractionné. Qui veut dire fractionner, veut dire comme une fatigue nerveuse, hein, c'est-à-dire, allez, je reviens toujours sur mes 10 ou 12 fois 400 mètres, c'est quelque chose de violent, d'intense. Parfois même, vous êtes énervé le soir parce que vous avez du mal à dormir, vous avez fait une séance de fractionné. Ça, je pense que c'est ce mot-là que veut dire Med, c'est ça. Ouais. Voilà, le fractionné aussi, dans le fractionné, on met un petit peu tout. Alors, ça peut être aussi du train, du seuil, on peut appeler ça, ou du fartlek. La deuxième séance de fractionné, voilà, c'est samedi, tu vas me faire 4 fois 5 minutes au train. Alors, est-ce que c'est dire c'est du fractionné? Là, on parle plus de seuil ou seuil 1, seuil 2. Voilà, donc, allez, 2 séances qualitatives dans la semaine, c'est déjà bien. 3, ça me semble beaucoup. Ouais. Alors, bonsoir, ma fréquence cardiaque de repos est basse. Est-ce que c'est pour cela que je n'arrive pas à atteindre 100% de ma fréquence cardiaque maximale? Alors là, Attends, ça c'est une question piège. Si ouais. tu as une fréquence cardiaque à 100%, je dis n'importe quoi, si tu as 170, eh ben, c'est que tu l'as mesuré, si c'est 170, donc tu y as été un jour, c'est 100%. Je comprends pas trop la question. Voilà, je n'arrive pas à atteindre mes 100% de ma FCM. Alors comment tu peux savoir qu'elle est à 100% ta FCM? Moi, je pense que c'est souvent le problème avec certains coureurs, ils n'arrivent pas à atteindre leur fréquence cardiaque maximale pendant les séances. Et du coup, ils sont perturbés. Et c'est vrai que sur certaines séances d'entraînement, il y a peu de séances d'entraînement finalement où on arrive à atteindre vraiment sa fréquence cardiaque maximale. Les gens, ils pensent que sur certaines séances de VMA, automatiquement, à la fin de la séance de VMA, on atteint la fréquence cardiaque maximale. Or, les temps d'effort sont souvent trop courts par rapport au temps de récupération, et qui fait que la fréquence cardiaque n'a pas suffisamment le temps de monter pour vraiment l'atteindre. Alors pour ça, on préconise des fois d'aller un peu plus vite pendant les temps de récupération, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc il faut pas s'inquiéter si sur les séances de VMA, par exemple, vous n'arrivez pas à atteindre votre fréquence cardiaque maximale. Par contre, souvent à la fin d'un 10 km, là, il n'y a pas trop de surprises. Si on se donne bien à fond sur le dernier kilomètre, là, il y a toutes les chances que la fréquence cardiaque maximale soit atteinte, quoi. Moi, dans mes séances les plus dures où je monte mon cardio au taquet, c'est vraiment la séance de côte, l'équivalent de 1 minute en côte, mais vraiment de manière intensive, où les 20 derniers mètres, j'ai les cuisses qui vont exploser. Lorsque j'arrive au sommet de la côte, j'ai vraiment mon cardio au taquet. Alors que sur des 400 mètres, qui est à peu près la même distance, en effet, je battrais 4 ou 5 pulsations de moins. Donc j'arrive vraiment à taper fort sur 10 fois 1 minute en côte et retour descente, c'est-à-dire à peu près 1 minute 30. Donc il faut vraiment trouver un endroit très très difficile pour monter, ou alors sur la fin d'une course, vous faites un 3000 mètres sur une piste par exemple, et le dernier tour au taquet, et là vous sentez que vous êtes. Mais en effet, sur les séances, c'est pas bien grave.
Alors ensuite, question, ah oui, qui revient assez souvent. Est-ce qu'on peut entretenir sa capacité d'endurance en s'entraînant qu'une seule fois par semaine? Euh, En course à pied, il n'y a pas de mystère. Si on veut vraiment progresser, il faut qu'il y ait un minimum d'entraînement. Une fois par semaine, on peut éventuellement espérer entretenir un peu ses qualités, mais à condition qu'on n'ait déjà pas atteint son maximal. Moi, j'appelle ça des footings hygiéniques. Ouais, voilà. Voilà. Donc, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Avec une seule séance par semaine, on n'arrivera pas vraiment à développer comment dire, toutes les capacités nécessaires pour progresser en course à pied. Alors, Voilà, il y a un bonjour à Mirande et les filles qui nous souhaitent le bonjour. je crois savoir d'où ça vient. Oui, J'ai une petite. c'est de votre région. Et Voilà. Gilles, bonjour Voilà. Mirande. Bonjour toute la famille. On va le dire. Alors, on va reprendre une question. Que pensez-vous des séances en côte sur 300 mètres avec un pourcentage de 6 à 8%? C'est exactement ce que je viens de dire. Ça Ouais. représente à peu près la séance que je viens de vous dire tout à l'heure. Lorsque je faisais mais à 300 mètres, ouais, je faisais, ouais, ma côte faisait à peu près 250 mètres. C'était un effort à peu près d'une minute. Un pourcentage entre 7 et 9%. Donc, ce qui revient à ça, c'était vraiment ma séance qui m'affûtait. Si je faisais 2, voire 3 séances en 3 semaines là-dessus, je savais que tout de suite, ça me débridait vraiment. Donc, ça, c'est une séance très, très dure, très, très violente, mais assez bénéfique. Mais il faut bien la maîtriser aussi, hein. Alors après, je reviens un peu sur le pourcentage de la cote, 6 à 8%. C'est bien de garder une cote qui ne soit pas non plus trop pentue pour que vous puissiez garder une foulée naturelle. Si à un moment donné, vous êtes obligé d'adopter une autre position que celle que vous avez sur du plat, c'est pas non plus recommandé. Donc il est important de garder, en effet, qu'il y ait un peu de pente, mais que vous puissiez quand même garder une vitesse une allure de course, une foulée naturelle pour bien travailler et puis que tirer tout le bénéfice de votre séance de côte. Je prépare un 6 heures. Ah, ça change un peu de ce qu'on a eu jusqu'à présent. La préparation se cale-t-elle sur celle d'un marathon? Ben, en fait, là, tout dépend déjà en combien de temps vous faites votre marathon. Si vous faites votre marathon en 5 heures, il n'y aura pas beaucoup de différence. Si c'est quelqu'un qui est déjà performant sur marathon, en fait, la différence va vraiment se situer peut-être au niveau de la sortie qui sera un peu plus longue, et encore. Voilà. Et on rajoutera peut-être, au lieu de faire une seule sortie d'une heure, on rajoutera une sortie qui fera un peu plus, 1 heure et demie. Voilà. Moi, j'ai déjà été, j'ai encadré l'équipe de France des 100 km et donc j'ai participé naturellement au stage de l'équipe de France du marathon. Les marathoniens s'entraînent plus en quantité que les coureurs de 100 bornes, mais les coureurs 100 bornes, cette fameuse longue sortie du dimanche, si le marathonien s'arrête à 2h, 2h15, 2h30, eh bien le coureur de 100 bornes va monter jusqu'à 3 heures. Donc la longue sortie est plus longue et en semaine, en effet, la séance de VMA, eux, ils vont peut-être l'enlever ou la diminuer et ils vont refaire une séance moyenne peut-être d'1h30 ou 2 heures en semaine. Donc voilà, ça va plus se jouer sur les longues sorties, enlever un petit peu de l'intensité et naturellement rajouter des bornes, mais sur des séances bien précises d'endurance. Je reprends l'entraînement après une période de pause de quelques mois. Combien de séances au début? Alors tout dépend déjà à combien de séances vous étiez au moment de la pause. Il faut surtout pas essayer de reproduire les volumes d'entraînement qui étaient ceux qui étaient présents au moment de la pause. Déjà une séance tous les 2 jours pour une reprise, c'est largement Bah, ça suffisant. dépend du niveau de la personne. Voilà. Est-ce que ça, c'est une dame qui pourrait dire, tiens, elle a eu un bébé, elle veut recommencer la course à pied? Bah, on recommence tout progressivement. Et après une pause, même moi, à mon niveau, après une blessure de, allez, je vais dire d'un mois, je reprends mon premier footing, c'est que 20 ou 25 minutes, même si je sais que je peux faire 1 heure, il y a tout le reste à mettre d'aplomb. Mes articulations ne sont plus habituées, donc je recommence 25 minutes, 30 minutes, 2 jours après, 30 minutes, après je passe à 35, 40 minutes, je reviens vite à 1 heure, mais je passe pas tout de suite à 1 heure d'entraînement, alors que je pourrais le faire, hein, j'en serais capable, mais on pourrait se blesser autre part. Donc, mais ça revient vite. Allez, au bout de 3 semaines, je pense que vous pourriez vite reprendre le rythme que vous aviez avant. Donc voilà, 2 ou 3 entraînements par semaine et vous montez progressivement à chaque séance. Et pour retrouver ces sensations, on va dire qu'une semaine d'arrêt, bon là, il n'y a pas de problème. 2 semaines d'arrêt, on dit qu'il faut au moins 2 semaines pour revenir. Et après, ben, si c'est un mois d'arrêt, il faut multiplier par 2 le temps pour retrouver des sensations et puis retrouver Là aussi, hein, ouais. j'ai remarqué, moi je m'imposais dans l'année, je m'entraînais vraiment tous les jours, un très très dur de 100 km par semaine, et ça à longueur d'année. Et je faisais 2 pauses de 10 jours par an, hein, une pause après la saison hivernale, après la saison automnale, de 10 jours. Parce que je constatais, mais quand je dis 10 jours, c'est 10 jours à zéro, je constatais que 10 jours de repos, c'était vraiment la limite
après, je perdais. Mais au bout de 10 jours, on perd pas beaucoup. C'est-à-dire, au bout de 4-5 jours d'entraînement, j'avais retrouvé mes sensations. Et c'est vraiment après 10 jours qu'on commence à perdre, à fondre musculairement, à être beaucoup moins à l'aise. Donc voilà, si vous êtes un jour, pour une raison ou une autre, vous êtes blessé sur une semaine, 8 jours, c'est pas bien grave. Au contraire, vous allez même gagner de la fraîcheur physique. Après 10 jours, donc, c'est un autre problème. Donc 10 jours, c'est vraiment pas bien grave. Après, au bout de 15 jours, on commence à perdre. Et puis, en effet, il faut bien au moins 15 jours, l'équivalent, voire un petit peu plus, pour retrouver les sensations. Bien, justement, tu vois, il y a la grenouille 85 qui nous pose la question. Bonsoir, après une contracture du mollet, je dois renoncer au marathon de La Rochelle. Y a-t-il un remède de grand-mère pour revenir plus rapidement? S'il y a une contracture, si elle est présente, de toute façon, on peut pas tricher. Ça sert à rien de s'obstiner. Vouloir reprendre trop tôt ne fera pas guérir plus Alors, si rapidement. c'est une contracture, en général, on met du chaud dessus, c'est pas Ouais, bien grave. Je ouais, pense qu'il va peut-être nous dire qu'il a une élongation. Alors, l'élongation, c'est déjà l'élastique qui a été tiré un maximum. Et là, une élongation, c'est 3 semaines de repos. Alors, si tu as juste une contracture, c'est ce que je viens de dire. Allez, tu t'arrêtes pendant peut-être une semaine pour bien soigner ta contracture. Allez, il y a les remèdes de grand-mère, c'est quoi? Bah, c'est mettre de l'argile le soir, se faire son petit pansement occlusif d'argile et puis dormir avec. C'est boire beaucoup, c'est vraiment bien s'hydrater. Et puis au bout d'une semaine, si t'as plus rien, non, le marathon de La Rochelle, c'est dans 15 jours. Je pense que c'est encore possible de faire le marathon de La Rochelle, mais ne cours pas sur ta contracture. voilà. Quitte à arrêter pendant 5, 6, 7 jours, tu gagnes de la fraîcheur physique, comme je disais tout à l'heure, et tu seras bien content peut-être au 35e kilomètre de cette fraîcheur physique que tu auras acquis lors de cette petite blessure. Paradoxalement, il est presque préférable de se blesser à Tout à 15 fait. jours du marathon. Et si c'est une petite blessure, une semaine d'arrêt, et puis tout est oublié. Et puis, comme tu dis, on gagne de la fraîcheur, et puis Souvent, derrière. les blessures interviennent en fin de préparation, bah, naturellement. Hein, ça fait 2 mois que vous êtes sur le chantier de votre préparation. Vous commencez à saturer un peu, vous voulez toujours vous rassurer, et la blessure arrive souvent à J-15, J-21. Donc, un petit repos à une période qui était bien naturellement, moralement, c'est dur à encaisser, mais vous inquiétez pas, rien n'est perdu. D'accord. Ricard, la semaine du marathon, est-il nécessaire de faire un ou deux footings ou peut-on privilégier le repos? Bah, des fois, j'ai dit, il vaut mieux encore laisser les baskets dans le placard que de vouloir en faire trop. Maintenant, si on fait un ou deux petits footings tranquilles, 45 minutes, histoire de faire tourner les jambes et puis de garder un peu d'activité physique, bah, il vaut mieux garder le footing. Maintenant, il vaut mieux éviter il est préférable de rien faire que de vouloir en faire trop. Tu es d'accord avec moi, Dominique? Ah oui, même moi, hein, qui était régulier à 2h11, 2h12, la semaine précédente, la semaine du marathon, allez, à part le mardi où je faisais peut-être 1 heure, le reste des autres jours, c'était 0, 30 minutes, 0, 20 minutes, 0, 20 minutes, et puis le marathon. Vous voyez, même les 4 jours avant, c'était 2 fois 0, 1 fois 20 minutes la veille du marathon, histoire de dire que j'ai couru pour peut-être éliminer les séquelles d'un voyage ou le changement alimentaire parce que je suis dans un hôtel. Voilà, c'est vraiment plutôt psychologique que physique. Voilà, donc là aussi, vaut mieux en faire moins que trop. Allez, peut-être, allez, on va dire quand même un footing qui nous fait un petit peu transpirer, ça fait du bien, mais un footing de 30 à 35 minutes suffirait. Oui, sur marathon, on peut considérer que la préparation, elle est quasiment finie à 15 jours de la course, quoi. Ouais, Les ouais. 15 derniers jours, c'est retrouver de la fraîcheur physique et puis aborder la Et, course dans les et, et meilleurs. souvent, lorsqu'il y a des erreurs au marathon, c'est pas l'entraînement lui-même parce que tout le monde sait faire des séances. C'est justement dans les 15 derniers jours, les gens veulent à tout prix se rassurer. Allez, tiens, il reste 15 jours, on en fait de moins en moins alors que depuis 2 mois, on s'entraîne très beaucoup. On me dit de faire un régime hyperglucidique dans les 3 4 derniers jours. Je grossis un petit peu, je ballonne. Bah oui, si vous mangez des pâtes et vous buvez de l'eau et vous vous dites, mais c'est pas possible, j'étais sec comme tout, d'un seul coup, j'ai pris 1 ou 2 kilos. Mais vous inquiétez pas, ce sont des kilos d'eau, entre guillemets, qui vous servira bien aussi à partir du 30e kilomètre. Donc là, une fois de plus, lorsque votre préparation est faite à J-15, soyez sûr de vous, ça y est, les jeux sont faits, donc tout se passe dans la tête. Donc ne cherchez plus à rajouter quoi que ce soit. On refait pas une longue sortie à S-8 le dimanche d'avant. Non, non, ça y est, les jeux sont faits. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a même certains, ça mériterait qu'on leur pique les chaussures, qu'on les cache et qu'on leur donne Toujours uniquement le. dans un souci de trop bien faire. Voilà. Et là, donc, on vient sur le côté mental d'être sûr de soi. Alors, en préparation, vaut-il mieux 4 semaines de fond ou chercher à booster sa VMA sur un cycle spécifique? Alors, la VMA, on a vu tout à l'heure, hein, c'est important de Dans l'autre pouvoir, sens, hein, voilà. voilà. Et la VMA, c'est quand même la base, hein, c'est ce qui donne le potentiel aérobie du coureur. Donc, c'est toujours important de la développer et puis essayer de l'améliorer. Alors,
faut pas se faire d'illusions, hein. La VMA, ça, on arrive à la faire progresser jusqu'à un certain niveau. Malheureusement, elle est déterminée génétiquement et chacun a son propre potentiel. Mais par les entraînements, on peut, un, l'améliorer au départ, et puis deux, après, il est important de la maintenir au plus haut niveau possible. Donc, consacrer de temps en temps des cycles spécifiques à la VMA, c'est important. C'est ce qu'on fait en général avant de commencer à faire vraiment le travail spécifique de marathon, 10 km, semi-marathon. Donc, on commence en général, on préconise de faire un petit cycle de travail de 4 semaines, durant lequel on va vraiment mettre l'accent là-dessus. Un coureur qui s'entraîne 3 fois par semaine fera qu'une seule séance de VMA. Par contre, le coureur qui est déjà à 4-5 séances d'entraînement par semaine, il pourra programmer à ce moment-là 2 séances de VMA dans sa semaine, quoi. Voilà, sur une certaine époque, naturellement, vous avez une VMA qui est ici. Ensuite, c'est de courir le plus longtemps possible de cette VMA à 80%, par exemple, pour faire votre marathon. Naturellement, si votre VMA est plus haute, et ben les 80%, vous voyez, c'est de la logique, seront plus hauts. Donc, on met sa VMA au taquet, si je puis dire, et ensuite on court en pourcentage de cette VMA-là. Donc, il y a un ordre dans les choses, hein. On essaie de respecter la VMA d'abord et courir au seuil ou en pourcentage de cette VMA ensuite. Ça rejoint la question d'Anthony qui nous demande peut-on améliorer sa VMA? Donc on a répondu oui. Si oui, comment? Ben, améliorer sa VMA, ben, c'est tout simplement faire un travail vraiment spécifique VMA et en programmant des séances de VMA courtes et des séances de VMA longues. Alors c'est quoi la distinction entre les deux? La VMA courte, c'est on va rester sur des temps d'effort qui ne dépasseront pas 1 minute et on ira sur des pourcentages de 100 à 105%. Et par contre, sur la VMA longue, on ira jusqu'à des efforts qui peuvent aller jusqu'à 3 minutes, 2-3 minutes, et on sera plutôt sur des pourcentages à 95, voire quand on arrive à 3 minutes d'effort, 90% de la VMA. Ouais, enfin oui, moi j'aurais dit entre 30 secondes et 2 minutes, hein, donc pour certains entre des 200 mètres et des 500 mètres environ, hein, voilà pour la VMA courte, et la VMA longue c'est tout ce qui est kilomètres et au-dessus. D'accord. Alors, Vigano, comment faire pour passer un marathon en moins de 3h15? Apparemment, donc il a déjà réalisé 3h19, ce qui est tout à fait correct. C'est 4 minutes. Ah non, mais tu peux continuer à lire la suite de la question. T'es Mimi, Dominique. Ah bah alors, il arrête au moment. Bah voilà, Merci Vigano. Donc, eh bien, donc, tu as couru à 3h19 à Nice. Je ne sais pas si tu es à Nice la semaine dernière. Peut-être que tu étais derrière mes meneurs d'allure de mon club freerun qui était meneur d'allure à 3h15. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Donc déjà, pour t'aider, justement, il y a ces fameux meneurs d'allure hein, qui courent à un rythme bien déterminé. Donc l'idéal, c'est de l'accrocher, de bien se bloquer dans le peloton. Surtout, dans le peloton, on met pas le nez à la fenêtre. Hein. Lorsqu'on est avec des meneurs d'allure, on reste derrière et on fait pas le kéko devant en disant oh, c'est facile. Et puis à la fin, on décroche. Donc voilà, ça c'est techniquement qui peuvent t'aider le jour de la course. Et bien si tu es à 3,19, ce qui est déjà bien, bah, c'est sûr qu'il va falloir remettre à ton entraînement, refaire ton entraînement en mettant des petites doses encore un petit peu plus pour essayer de gagner 3-4 minutes. C'est pas beaucoup et c'est quand même beaucoup 4 minutes. Hein. Ça correspond presque à 1 km 4 minutes, hein, donc c'est quand même énorme. Donc voilà, toi de t'investir plus, de faire le bilan de ton dernier marathon et voir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Est-ce que tu as été un petit peu trop impulsif dans les premiers kilomètres et puis tu as manqué un peu de jus sur la fin? Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, tu as bien fait ton alimentation, tu as bien pris ton malto, tu as bien pris tes gels, est-ce que tu as bien analysé tout ça? Donc à toi de faire ton bilan et je pense que tu peux... Maintenant, ça va être détail plus détail pour toi. Hein. Voilà. Et puis pour rejoindre pour compléter un peu ce que Dominique vient de dire, les 4 minutes, peut-être ils sont tout simplement déjà à ta portée. Tout dépend de la façon dont tu as géré ta course. Si tu as eu une fin de course difficile, en étant peut-être légèrement plus prudent sur le premier semi-marathon, bah, les 4 minutes, ils sont déjà là, quoi. Donc, il faut pas changer fondamentalement l'entraînement. Il faut juste faire des petits ajustements. Et puis, ben, au lieu de t'entraîner sur les bases de 3,20 pour le marathon, ben, les allures spécifiques marathon, lors des séances, tu les feras sur du 3,15. Quoi. Bon, bah, Vigano, t'es le plus beau. Voilà, c'est pour faire. Hein. Il m'a félicité tout à l'heure. T'as raison. Il faut entretenir le Allez, je m'en fais un mois. Ouais, donc, le revêtement de la piste est-il plus ou moins traumatisant que l'asphalte? Tiens, on en parlait ce matin avec nos figurants, là, pour les prochaines vidéos. Ouais, la piste, c'est une habitude. Mais en effet, si vous faites une séance sur piste, hein, les fameux 400 mètres, vous mettez des chaussures légères pour avoir des bonnes sensations. Non, je ne pense pas que ça soit plus traumatisant que l'asphalte. Par contre, si vous mettez
mettez des chaussures à pointe et vous n'êtes pas un pistard, vous n'êtes pas habitué à ça, là oui, ça peut être traumatisant et vous pouvez rien attraper des tendinites d'Achille. Donc évitez les chaussures à pointe, les fameuses de VMA, mettez des chaussures plutôt légères pour avoir des bonnes sensations. L'asphalte aussi, l'asphalte c'est dur. Donc là, on revient plus sur le matériel, les bonnes chaussures. Ce qui a oublié aussi Med, c'est qu'il y a aussi les chemins en falin. Voilà, moi j'avais pour principe, lorsque je courais mes 200 km par semaine, un footing sur du dur, sur de la route, ça voulait dire que le lendemain j'étais en forêt. J'alternais toujours. Bon, il pouvait y avoir deux footings de suite sur le même sol, mais voilà, de savoir alterner. Et justement, vous n'allez pas vous blesser si un coup vous allez sur la piste, un coup sur la route. Votre organisme va s'habituer. Donc, sachez alterner. Je fais une sortie nocturne sur mes 3 entraînements par semaine. Que privilégier pendant ces sorties? Ben, tout dépend en fait des conditions dans lesquelles elles sont Une réalisées. bonne lumière frontale déjà. Oui, et puis après, si c'est sur si c'est sur un chemin où il y a pas de risque de blessure, enfin d'entorse, s'il n'y a pas des racines d'arbres, tout ça, on peut tout à fait faire du travail de qualité. Tout dépend en fait de l'éclairage et puis les conditions dans lesquelles sont réalisées la séance. Donc naturellement, là, on va plus parler de fartlek parce que c'est quand même dur. Vous n'allez pas aller sur une piste dans le noir. C'est vous appréhendez sur la piste, donc vous allez faire du fartlek. Alors du fartlek, vous allez mettre un bip sur votre montre et vous allez faire, je dis n'importe quoi, 6 fois 2 minutes. Voilà, dans le noir et vous entendez les bips de votre montre, voilà. Donc, mais essayez de repérer des endroits, en effet, des trottoirs, etc., où il y a pas un obstacle, parce qu'il y a quand même des chutes l'hiver. Il y a Denis qui nous demande est-ce que prendre un apéro de temps en temps, c'était recommandé ou pas? Alors, il y a personne qui nous regarde. Nous sommes chez Oversteam, donc, mais oui, sachez vivre. Justement, faut savoir un petit peu disjoncter pour mieux revivre, pour mieux se redurcir après. Donc, de temps en temps, un petit apéro. Mais voilà, mais c'est l'excès qui fait. Voilà, dans la dernière semaine du marathon, je vais vous dire non. Vous avez mis vous êtes entraîné depuis plusieurs semaines. Ne gâchez pas trop avec des excès. Mais une fois que le marathon est terminé, bah, sachez vivre. Un bon repas avec les potes, un petit apéro, une bonne bière, ça vous fera pas de mal. Donc ne devenez pas non plus des ascètes de vous user moralement. Donc allez, un petit apéro pour toi ce soir. Ah, comme nous, voilà. Comment faut-il réagir face à un chien sans laisse? Alors c'est vrai qu'on est tous confrontés à un moment donné à ce genre de situation. 40 ans de course à pied, jamais mordu par un chien. Moi, je pense que deux je fois. dois avoir mes... Ouais, 2 fois quand même. Donc c'est vrai que c'est des situations qui sont pas faciles à vivre. Donner une recette miracle, si on peut prendre un chemin et éviter de croiser le chien, c'est mieux. Moi, il m'est arrivé de faire demi-tour. Vaut mieux. Ah bah moi c'est l'inverse, j'affronte le chien. Donc à un moment, t'es un téméraire, Dominique. Ouais, je suis un peu fêlé. Donc ça m'est même arrivé d'aboyer. Donc non, mais d'affronter le chien. Et ils sentent les gens qui ont peur. Donc c'est vrai que j'ai eu des potes qui se sont fait mordre et moi jamais. Et lorsque je fais des footings avec des gens et s'il y a un chien de ferme, tout de suite, moi je vais au devant et je leur dis, vous inquiétez pas. Ouais, non, mais voilà. Donc être un petit peu téméraire, mais bon, peut-être qu'un jour ça me jouera un mauvais tour. Est-ce mieux 10 fois 400 récupération trottinet lent ou récupération plus rapide? Sur des 400, déjà, une séance de 10 fois 400 en VMA, c'est déjà une bonne séance de VMA. Trottiner lentement, c'est déjà bien. Il parle de récupérer à 80% de sa Ouais, VMA. là, C'est une récupération assez rapide. ouais. Donc, allez, 10 fois 400, tu trottines. 50-60% de la VMA, c'est déjà pas mal. En amont, voilà, Ouais. tu fais tes 400 mètres, tu trottines 200 mètres et tu repars. Tes 400, je sais pas quel niveau tu as, tu vas les faire en une 15, une 20. Et si tu trottines 200 mètres, tu vas récupérer environ une petite minute, donc inférieur au temps d'effort, voilà, mais ne cherche pas non plus à courir vite sur ta récupération. À toi de bien voir si c'est trop vite ou pas, mais attention à la récupération, ne pas trop jouer là-dessus non plus. Quel doit être le temps de repos après un marathon? Alors là, c'est toujours pareil. Il y a certains qui sont raisonnables et puis il y a d'autres, dès le lendemain, ils sont prêts à remettre des baskets. Moi, je dis toujours un marathon, la fatigue du marathon, post-marathon, elle apparaît pas dans la semaine qui suit le marathon. Ah oui, on est encore euphorique après le marathon. Elle apparaît dans le mois, voire les 2 mois qui suivent le marathon. Et souvent, il y a des coureurs qui se retrouvent au fond du trou, un méga coup de barre. Ils se demandent d'où ça vient. Ils n'arrivent pas à analyser cette fatigue. Et quand on revient un peu en arrière, on se rend compte que finalement, après leur marathon, ils ont tout de suite enchaîné.
comme tu dis, il y a l'euphorie, il y a un petit effet de surcompensation, on remet vite des baskets, et puis on paye pas tout de suite le coup de barre. Donc l'idéal, moi la recette, hein, je sais pas la tienne, tu le donneras après, Dominique, c'est les 15 jours qui suivent, les 2 semaines qui suivent. La première semaine repos, la deuxième semaine, si on veut faire une activité annexe, style natation, vélo, là il faut pas se priver, on se fait plaisir. Et par contre, au bout de ces 2 semaines-là, si vous voulez reprendre par du petit footing, tranquille, remise en route progressive sur les 2 semaines qui suivent, bon, au bout d'un mois, je pense qu'on peut repartir. S'il n'y a pas de signe de fatigue, à ce Ouais. moment-là, on peut Alors il y a un repartir. dicton dans le milieu de la course à pied, un vieux dicton qui dit autant de kilomètres que de jours de repos. Voilà, sur un semi-marathon, 21 kilomètres, 21 jours. Sur un marathon, 42 jours. 42 jours, ça veut dire un mois et demi. Alors quand on dit un mois et demi, ça semble long. Un mois et demi, ça voudrait dire, voilà, pendant un mois et demi, tu te réinvestis pas, tu refais pas une compétition avec un objectif. Voilà, au bout d'un mois et demi, maintenant je peux reprendre un plan d'entraînement, ce qui n'empêche pas de courir, voir une petite course locale. Voilà. Autrement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai arrêté 10 jours complets. Voilà, pendant 10 jours, je faisais rien et puis 5 jours, je reprenais gentiment. Donc, on revient bien Ouais, à ça ces revient 15 ça. jours. Donc, voilà, c'est la deuxième semaine post-marathon qui est la plus importante, si je puis dire. Ne reprenez pas trop vite et vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre beaucoup. Oh, mais moi aussi, ça m'est arrivé de faire le malin. Il y a encore 3 ans, j'ai fait 2 marathons en une semaine. Donc, j'ai fait le marathon de New York. 2 heures, bon, hein, j'avais déjà 46, 47 ans. Le marathon de New York en 2h42. Et j'ai vite pris l'avion. J'ai fait le marathon de Nice-Cannes avec 7-8 minutes de moins, 2h36, je crois. Ah, j'ai oublié de dire, le mercredi, j'avais fait une petite course à la Défense aussi. Donc voilà, 2 marathons de suite. Ah, je les ai fait, pas de problème. À Nice, tout le monde m'a dit, oh, Yon, c'est bien, t'as fait 8 minutes de mieux 6 minutes de mieux qu'à New York. Et comme par hasard, un mois après, je me suis blessé. Ouais. Donc il y a toujours un moment où vous payez l'addition. Sur le coup, j'étais euphorique, sur le punch, la grosse caisse que j'ai, le gros moteur. Et comme par hasard, au semi-marathon de Beaune, encore 3 semaines plus tard, je me suis blessé. Et j'ai beau m'appeler Dominique Chevalier, je suis comme les autres. Et voilà. Donc on paie l'addition toujours un jour ou l'autre. Et puis en course à pied, enfin bon, il peut avoir des blessures accidentelles, c'est-à-dire une mauvaise chute, une entorse, mais en général, c'est rare qu'on se blesse par hasard, quoi. Il y a toujours, Ah oui, il y a- c'est facile de dire, oh, j'ai ouais, pas de chance, je il y a suis pas de, blessé, je me suis fait une entorse, je me suis fait une tendinite. Bah oui, mais pourquoi tu te les fais? Les, ouais. les blessures ne viennent pas comme ça. Donc c'est toujours facile d'accuser toujours les autres. Oh, j'ai pas de chance, je suis blessé. Bah si t'es blessé, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Après, il y a certains, ils vont chercher des excuses aux chaussures, ils n'ont pas pris les bonnes chaussettes de récupération. Enfin, bref. Toujours analyser les raisons pour lesquelles éventuellement vous avez pu vous blesser. Des fois, il suffit pas grand-chose, une petite modification dans votre entraînement, et puis tout de suite, on se met à l'abri de ce genre de. Et on a fait une bêtise tout à l'heure parce que Denis, on lui a dit d'aller boire l'apéritif et là il nous répond à la vôtre les gars, je vais boire vous voulez bon, Ah, voilà. voilà, tout de suite dans Ça y est, l'excès, il a quoi. l'apéro. Non, par contre, il nous demande, est-ce qu'il est préférable de faire sa séance le matin, avant ou après Le l'apéro? avant le Je sais pas. Je vais boire pour vous l'apéro les gars. Est-il préférable de faire sa séance le matin avant Non, il nous reprécise un peu plus haut. avant Non, le quoi? en fait, il veut savoir s'il est Le préférable de. câlin avec maman, avec madame. Allez, vas-y, Denis, c'est comme l'apéro, te gêne pas. Va. Euh, Vaut mieux faire plutôt que de se retenir. euh, Pourquoi non, vous rigolez, les non, spectateurs? j'ai compris ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce Ah, qu'il moi veut aussi, dire. j'avais compris, mais C'est vrai, chacun sa version. Non, voilà. Non, en fait, au niveau de l'entraînement, bah, un peu, c'est suivant les sensations. Il n'y a pas plus tard que cet après-midi, on discutait entre nous, là. Il y a des coureurs qui préfèrent s'entraîner le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Après, c'est suivant vos disponibilités, vos contraintes de la vie, enfin, les contraintes de la vie au quotidien. Si vous préférez vous entraîner le soir et vous avez la possibilité de vous entraîner le soir, bah, entraînez-vous le soir. Si vous avez la possibilité le matin et que vous préférez le matin, bah, il faut faire le matin, quoi. Moi, je pense qu'il faut pas se compliquer la vie. À un moment donné, la course à pied, des fois, c'est des séances qui sont dures. Il faut qu'il y ait la notion de plaisir et puis de bonnes sensations qui soient toujours là, quoi. Oh, il y a Vigano qui m'écrit encore par lesquels Ah. il me dit je t'aime, on t'aime, pardon. Premier marathon en 4h05, deuxième en 3h34, j'ai 55 ans, je peux descendre à moins de 3h30. Question pour mon père d'homme. Salut Vigano. 4h05 et déjà t'as gagné une demi-heure, c'est déjà bien. Naturellement, hein, 3h34, 3h30, je pense que c'est possible, hein, un petit peu comme la question des 3h15 tout à l'heure. Choisir le bon marathon, soigner tous les petits détails dans ta préparation.
dans la course, tu te mets une course où il y a des meneurs d'allure, mais tu restes derrière les meneurs d'allure, tu te mets pas à côté, voilà, tu surveilles un petit peu tout ça, être le plus régulier possible. Il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas moins de 3h30 un jour, en 4 minutes. Naturellement, plus on va dans le temps, 4 minutes, c'est peut-être moins impressionnant à battre que lorsqu'on approche les 3 heures. Ouais, mais après, il y a aussi l'expérience, tu vois, le Ouais. vécu sur la distance, on le gère mieux, on est plus Et efficace, je plus pense économe. que Donc, c'est, s'il a battu son record d'une demi-heure, ça doit être un nouveau coureur. Il doit ouais, pas très ouais, longtemps ouais, ouais, qu'il ouais, doit courir. Vigano, il a 55 ans. ouais. Donc, s'il faut y croire, Vigano, tu peux faire moins de 3h30. Alors, GDF, je Ah, suis tu veux mes lunettes j'ai les miennes, mais j'étais, tu vois, un peu plus coquet que toi, j'ai oublié de les prendre. Je suis sujet au tendinite d'Achille. Y a-t-il des séances à éviter ou à privilégier? Ben, les séances de VMA, c'est vrai que c'est plus traumatisant que les footings. Et puis les sols en tartan, on en parlait tout à l'heure, là, il est préférable dans ce cas-là de privilégier peut-être des sols souples. Mais il faut pas non plus éviter de courir sur le bitume parce que ça fait partie de l'entraînement aussi, hein, d'habituer les muscles à supporter les chocs, à encaisser les vibrations subies à chaque foulée. Donc, si tu es vraiment sujet au tendinite, éviter pendant le temps d'inflammation peut-être le travail de piste et puis le travail de VMA, mais bon, essayer de le remplacer par du travail de fartlek éventuellement en nature sur des sols plus Mais souples, bah, quoi. après, il faut savoir pourquoi il a des tendinites au tendon d'Achille. Donc, Ouais. d'aller voir un podologue, d'aller voir son médecin, d'aller voir un Mm. podologue, peut-être de revoir son alimentation. Peut-être il mange trop riche, On trop boit pas assez. gras, et il ne boit pas assez. Donc, savoir pourquoi, s'il est pronateur, s'il a besoin de semelles. Donc, savoir un petit peu pourquoi tu as mal au tendon. Est-ce que c'est ton entraînement ou est-ce que c'est ta posture? De temps en temps, aller voir chez l'ostéo. Donc, essaie de savoir pourquoi tu as toujours mal au tendon. Tes chaussures, sont-elles bien adaptées? Donc, il y a plein de petits détails à voir également. Alors, ça. Je gagne 30 minutes pour mon second marathon. Sur quoi je peux axer mes futurs entraînements? Ben, si on gagne 30 minutes, il faut pas. Là, apparemment, il a trouvé la bonne recette. Je vois pas. Faut pas changer une formule qui gagne, Voilà quoi. aussi, je pense que c'est un nouveau Ouais, coureur. Hein. Ça peut être voilà. que les nouveaux coureurs qui peuvent gagner comme ça 30 Minutes. minutes sur un marathon. Voilà, on passe de 4h15 à 3h45 avec un tout petit investissement et quelques dons. On arrive vite à gagner une demi-heure. Si on gagne une demi-heure, ça veut dire qu'on peut encore gagner 5 minutes le coup d'après. Ouais. Mais il faut pas croire qu'on peut gagner une demi-heure à chaque fois parce que dans 3 marathons, vous êtes recordman du monde. Ça, bravo. Ouais. Non, et puis il y a une chose aussi, c'est que moi, c'est souvent le conseil que je donne quand quelqu'un vient me demander est-ce qu'il faut que j'augmente ma quantité d'entraînement, est-ce qu'il faut que je modifie. Je dis tant que vous progressez, tant que vous êtes dans une phase de progression au niveau des performances, il faut pas changer la formule qui gagne, quoi. Et ça sert à rien d'aller se compliquer la vie alors qu'on est dans une phase de progrès. C'est quand les résultats commencent à stagner, c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux apporter de plus à mon entraînement? Voilà. C'est là qu'il faut vraiment commencer à se poser des questions. Mais tant qu'on est dans une phase de progrès, garder le risque, c'est de vouloir en faire trop, enfin, c'est trop rapidement augmenter sa charge de travail, et puis, ben, au lieu de progresser, on vient à régresser. C'est pas l'objectif recherché, Voilà, quoi. une question vraiment, là on est chez Oversteam hein, ce soir, et Bicept pose comme question, comment dois-je m'alimenter à l'entraînement et sur mes longues sorties, mais sur mes sorties longues. En effet, hein, donc préconisez toujours votre boisson avec vous. Maintenant, vous avez tous des porte-gourdes. Ça, c'est quelque chose de très important. Souvent, ces dernières années, allez, on testait nos gels, nos boissons à J-15 à la dernière longue sortie. Eh bien non, c'est au quotidien que vous devez toujours vous hydrater. Voilà, on teste pas les produits à J-15. C'était bien à une époque, mais maintenant, on a quand même les moyens de courir avec de l'eau. Donc, lorsque tu fais une longue sortie, tu sais que tu vas faire des recharges peut-être glucidiques en amont. Voilà, donc entre le malto, si tu veux sûr de bien tenir le coup, tu as ton chez Oversteam le Sport Day également que tu pourrais prendre en collation. Donc voilà, tu anticipes un peu tes longues sorties en te rechargeant et les longues sorties se passeront beaucoup mieux et tu vas surtout mieux les récupérer ensuite. Donc n'aie pas peur, hein, je crois que renseigne-toi, hein, donc chez Oversteam, tu vas sur le site, tu verras vraiment, c'est bien documenté de tout ce que tu peux faire sur tes entraînements et surtout sur tes sorties longues. Alors, Rome 92, j'ai fait 1h32 au semi.
quel temps de référence choisir? Je suppose, Rome nous demande Ah, quel 19 ans, ça fait plaisir, il a 19 avant. ans. Ouais, donc c'est déjà, Alors un joli vas-y, temps. annonce-lui un temps. Voilà, je fais 1h32 au SMIC, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu pars sur quelle Ben, base? moi, en général, le conseil, enfin, je pars sur les bases, je dis de multiplier son temps semi-marathon par 2,1 à 2,2, grosso modo. Après, je sais que toi, tu dis Bon, de multiplier par 2 et rajouter 20 et minutes. puis rajouter lui à Ouais, 1h15, ouais, 1h15, 1h20. Voilà, ouais. 1h32, 1h32, 3h05, 5, 3h05 plus 20. Allez, tu tu vas à vaux, 25, quoi. symboliquement, tu Ouais, vaux moins de 3,30 au marathon. ouais, ouais. Sauf que tu es jeune, tu as 19 ans, donc tu as pas l'endurance peut-être qu'aura un expérimenté beaucoup plus âgé que toi. Voilà, mais bon, allez, tu vaux la fourchette 3,20, 3,30, Et- et c'est possible. Donc à toi de voir ton entraînement. Tu es jeune, donc là, il va falloir la VMA, tu dois être assez à l'aise en rythme, et il va falloir que tu travailles tes longues sorties, même à 19 ans. Sachant qu'en France, un marathon, tu dois avoir 20 ans. Donc si tu t'inscris au marathon de Paris, il faut avoir 20 ans. Autant au marathon de New York, c'est 18 ans à l'étranger. Chez nous, c'est 20 ans. Et tu fais un marathon, ok, mais tu en fais qu'un dans l'année. Hein. Faut pas, à 20 ans, faut laisser un peu l'organisme aussi un petit peu mûrir. Donc faire du marathon jeune, c'est possible, mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Oui, et puis après, un petit repère pendant les séances de travail allure spécifique, c'est-à-dire quand tu vas travailler ton allure marathon, vérifie que ta fréquence cardiaque ne dépasse pas les 85% en fin de séance. Si à un moment donné, tu vois que sur un objectif de 3,30, en fin de séance, ta fréquence cardiaque dépasse les 85% de la fréquence cardiaque maximale, c'est que l'allure est peut-être encore un peu trop rapide pour toi. Voilà. Voilà une question qui répond un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la longue sortie. Là, il y a Anthony qui nous dit Mm. vraiment la boisson d'attente d'Overstim est géniale. Donc, même moi, j'ai pas été éduqué à ça de prendre une boisson d'attente avant les courses. Et c'est quand même vraiment un plus pour l'attente de la course, hein, pour garder toujours votre stock d'énergie, mais aussi pour vous permettre de mieux récupérer après vos efforts. Donc, la boisson d'attente d'Overstim est géniale. Bon, pub si on l'en veut, mais c'est vraiment efficace. Et puis allez, puisqu'on est dans la pub, on continue. Et Est-il là-haut, préférable de courir toujours avec la même marque de godasses et ça rime avec Adidas. Non, non, pardon. Non, alors tournez un peu avec vos paires de chaussures. Donc on le dit, une chaussure plutôt bien amortissante pour les footings de base, une chaussure un petit peu plus légère pour le fractionner. Bon voilà, ça vous fait deux paires de chaussures. Maintenant, si vous avez une troisième paire de chaussures, vous tournez, il y a un turnover sur vos chaussures. Lorsqu'il y en a une qui est usée, vous tournez toujours avec une. Parce que souvent, vous courez avec une seule paire de chaussures. Naturellement, à un moment, au bout de 1500 km, elle va s'affaisser. C'est là que vous pouvez vous blesser. Il faut repartir avec une chaussure neuve. Tandis qu'avec un turnover de 2, 3, voire 4 paires de chaussures, eh bien, il y a toujours une chaussure qui est plus ou moins usée, une neuve, et voilà, il y a moins de chances de blessure. Voilà un petit peu mon avis sur la marque de Godas. Après, pour les marques, vous restez dans une marque connue. On les connaît tous, les marques connues. Hein. Allez, je peux les citer vite fait à l'appel. ASICS, Adidas, Nike, New Balance, Mizuno. etc. Mizuno, vous restez dans une marque connue. Hein. Cherchez pas des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire que vous avez vu sur une pub. Voilà, assuré pour la godasse. Toujours dans le même domaine, que pensez-vous du minimalisme? Une mode, point d'interrogation. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui communiquent là-dessus. Souvent, j'ai presque envie de les répondre. Le minimalisme, ça fait longtemps qu'on le fait en athlétisme avec les chaussures à pointe. Hein. Quand on regarde le cross, voilà, ce n'est que du minimalisme. Hein. Est-ce efficace? Bon, toi, comme moi, il nous est arrivé souvent après des séances de tirer les chaussures, faire un petit footing sur la De courir pelouse, pieds nus c'est sur la agréable. pelouse, sur une plage à sable dur, c'est vraiment agréable de courir pieds nus 10, 15, 20 minutes. Voilà. J'ai couru avec des minimalistes, hein, vous savez, les chaussures de gants, hein, on met les orteils dedans. Et j'ai fait donc une demi-heure avec mes chaussures normales, j'ai fait une demi-heure avec les chaussures minimalistes. Mais moi, j'ai du pied, je suis un ancien Voilà. champion sur piste. Et vraiment, courir avec des minimalistes, votre pose de pied n'est pas du tout la même. Avec des chaussures, vous attaquez du talon, pour ainsi dire. Et minimaliste, naturellement, lorsque vous courez pieds nus, vous courez pas du talon, vous êtes sur l'avant du pied. Ah bah là, j'étais sur l'avant du pied et ça moulinait tout seul. J'avais vraiment des sensations euphoriques. Et lorsque j'ai refait 10 minutes après, j'ai remis mes chaussures, j'avais l'impression d'avoir des sabots dans les pieds. Donc c'était très agréable de courir avec ces chaussures minimalistes. Donc j'ai dû faire 7 ou 8 kilomètres. Mais c'est impossible de faire un semi-marathon avec ça. Mais c'est sûr et certain que vous allez vous blesser. Donc si je cours sur le point des pieds, bah, je vais m'abîmer les mollets. Sans parler des chocs, traumatismes du dos. Donc en effet, lorsqu'on est bébé, ben on marche pieds nus. Voilà, si vous êtes éduqué comme les petits Caniens pieds nus, pourquoi pas.
à 40 ans se mettre à courir avec des chaussures minimalistes, ça me fait un petit peu peur. Ouais, à manier avec prudence et puis surtout jusqu'à preuve du contraire, courir avec la mode, on va dire minimaliste, n'améliore pas les performances quoi. Si encore c'était une solution pour être meilleur en course à pied, pourquoi pas, on pourrait creuser la chose, mais voilà, apprendre avec beaucoup de prudence et puis le gain de performance à l'arrivée, il y a aucune étude qui a prouvé que le minimalisme permettait de courir plus vite. Voilà. Après, bon, chacun Mais fait à j'avoue sa qu'on peut convenance. avoir des Ouais, sensations voilà, agréables, mais c'est sur sûr, on est d'accord des là-dessus. des petites distances. Alors, comment passer avec succès du marathon au trail? Tout un débat. Alors là, c'est un très très large débat. Vous pouvez être un très bon marathonien comme moi-même, et sur un ultra, je serais complètement largué, même si ma carrière est passée. L'ultra trail, c'est réservé à d'autres qualités. Demain, je fais de l'ultra trail. Bon, bah, les séances de VMA, j'en ferai une quand même pour entretenir la Mhm. chose. Les longues sorties, j'en ferai aussi. Mais et des choses que j'ai jamais fait, c'est faire du dénivelé. C'est pas faire 10 km, 15, 20 km, c'est faire, j'ai même pas les chiffres, c'est faire des dizaines de milliers de mètres de dénivelé. Voilà, aujourd'hui, je fais du dénivelé, je vais monter tant de kilomètres en hauteur. Voilà, je ferai de la musculation aussi, je ferai beaucoup de musculation pour avoir des bonnes cannes, des bonnes cuisses. Les ultra trailers sont plutôt des gens plutôt petits, assez toniques, des bonnes cuisses, un grand sec avec un centre de gravité assez haut et un petit peu moins favorisé. Donc les marathoniens filiformes ne sont pas spécialement des grands ultra trailers. Donc voilà, dans la course à pied, il y a le coureur de 800 mètres, il y a le coureur de 10 000 mètres, il y a le coureur de marathon et il y a le trailer et l'ultra trailer. Voilà, c'est une spécialité à part. Si vous êtes bon marathonien, c'est toujours un plus, hein, mais c'est pas parce que vous êtes un champion de marathon que vous serez un grand ultra Et trailer. puis surtout, on rajoute un élément qui n'existe pas quand on fait la course sur route, c'est la marche. Et Ouais. dans le trail, il faut apprendre à marcher. Et c'est vrai que le coureur sur route, il a tendance à se dire, bon là, Énorme frustration lorsque voilà. vous mettez à marcher parce que la déclinivité est beaucoup trop forte et là on sait pas faire, je sais pas marcher, mettre les mains sur les genoux et marcher comme ça pendant 20 minutes, une demi-heure, voire 45 minutes. Et là c'est vraiment une adaptation il faut du temps pour s'adapter à ultra Moi, je trailer. pense que, le plus gros point à travailler, c'est ça. Ce serait éventuellement les sorties randonnées, apprendre à marcher, apprendre à alterner les périodes de course, de marche, pour avoir le plus de chances de réussir et réussir sa transition du marathon à l'ultra trail. Ça, Et c'est un des éléments clés pour moi. l'autre facteur important, c'est votre cadre de vie. C'est sûr que si vous habitez en Savoie, dans les Pyrénées, ça sera beaucoup plus facile de faire ce que je viens de vous dire. Si vous habitez dans la Beauce, faire de l'ultra trail, bon, en distance, oui, mais en pourcentage de montagne, ça va être dur de trouver, hein. Alors, combien de temps? Ah ouais, combien de temps est-il nécessaire pour s'habituer aux produits, au gel, au Versteam? Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit ah ben non, c'est pas possible, ça me fait vomir, etc. Donc, on peut vite s'adapter. Mais c'est quand même bien de les tester à l'entraînement, voir s'il n'y a pas de problème particulier, d'en prendre trop. Non, je peux pas en prendre un tous les 5 km, c'est trop sucré, ça m'écœure. Mais au niveau digestion, a priori, il n'y a aucun problème, hein. J'ai jamais entendu dire ah non, ça me va pas, j'ai des renvois, je vomis, etc. Donc après, à vous de voir si vous vous sentez un petit peu écœuré, pas écœuré. Voilà, à vous de vous adapter. Donc là encore, à préconiser à l'entraînement de tester un petit peu les produits. De toute façon, quand vous arrivez le jour de la compétition, il faut que tous vos protocoles de ravitaillement soient calés. L'objectif de l'entraînement, c'est aussi de préparer ça, quoi. Vous ne devez pas arriver le jour de la compétition en ayant encore des doutes, en vous posant des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me ravitailler? Qu'est-ce que je vais prendre comme un ravitaillement? Il faut que tout ça soit calé et que le jour de la course, on ne fait que reproduire, ce qu'on a effectué tout au long de sa préparation. Donc les gels, à prendre pendant les sorties longues, je pense que c'est le moment le plus adapté. Et puis, le faire dès le début de la préparation, hein. Ne pas attendre les 3 ou 4 dernières séances ou les 3 ou 4 dernières sorties longues pour le faire. Prenez cette habitude dès le départ. Voilà. Voilà, on pose la question aussi sur les chaussures pas chères dans les grands magasins. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Euh, donc, en effet, hein, faut mettre un minimum entre 100 et 140 euros. Allez, on va dire 120 euros le prix d'une paire de chaussures, quelle que soit la marque, pour être sûr de le rapport qualité-prix. Naturellement, vous allez pouvoir trouver des chaussures, quelles que soient les marques, de bas de gamme à 60 euros, mais c'est très très risqué. Et si vous vous blessez, vous allez payer beaucoup plus cher en soins médicaux, non remboursés, votre mutuelle, en disant ouais j'ai voulu économiser 30 euros sur ma paire de chaussures pour perdre ensuite. Donc voilà, mettez que je disais restez dans des marques connues.
c'est un investissement, mais c'est le seul que l'on a, hein. Bon, il existe des shirts, des produits techniques de grande qualité, mais c'est la chaussure l'outil de travail, c'est quand même la chaussure. Allez, environ, allez, à 120 euros, et profitez bientôt des fêtes de fin d'année pour vous faire acheter une paire de chaussures. Ensuite, la Saint-Valentin, ensuite, la fête des pères. Allez, offrez les paires de chaussures. Cled qui revient sur les problèmes de gel non testé lors. Il nous explique qu'il a été malade lors d'un 80 km parce qu'il n'avait pas testé ses gels. Oui. Après, il y a aussi un autre élément, et ça c'est important, c'est que les gels sucrés, peut-être au bout d'un moment, il y a un phénomène de saturation qui intervient. Pensez à vous orienter aussi vers des produits salés qui existent, notamment chez Oversteam propose toute une gamme de produits salés qui ont été mis au point par des trailers réputés comme Sébastien Chéniaud. Faites tout à fait confiance à ces produits-là. Ils ont été testés, mis au point par des coureurs expérimentés qui font des trails de 160 km et plus. Donc, vous pouvez y aller en ayant toute confiance en Alors, ce type de produit. puisqu'on est dans l'alimentation, justement, il y a l'inverse, hein, les sorties à jeun le matin pour s'affûter. Là aussi, c'est que vous êtes déjà arrivé à un bon niveau et le matin, vous faites vos sorties à jeun. Vous ne mangez pas, voilà, vous avez brûlé vos glucides pendant la nuit, donc vous attaquez tout de suite les graisses le matin. Le minimum, on dit que c'est minimum 45 minutes, le faire plusieurs fois dans la semaine. Voilà, là aussi, c'est quand même un problème d'organisation. Vous n'avez pas le temps de déjeuner, vous allez, voilà, à manier aussi avec précaution. Ouais. Bah, je crois que notre chat va bientôt se terminer. Encore une question peut-être? Allez, on prend une petite dernière question. Bah voilà, tiens, quelqu'un qui était écœuré d'avoir pris trop de sucre pendant la course, et ben il a avalé une pizza après. Et en effet, on le voit bien sur les ultra-trailers, les coureurs de 100 bornes, ils ont envie de saler sur les derniers kilomètres. Donc c'est pour ça qu'il existe maintenant des gels salés. Donc le sucré écœure, mais c'est pas le gel en lui-même, c'est plutôt le goût salé qui écœure. Et non, sucré. Sucré, pardon, et prendre du salé donc en fin d'épreuve. Et ça, c'est réservé pas sur le marathon, mais sur les 100 km et l'ultra trail. Donc, bon, je pense mon Gilles, voilà, on va remercier nos auditeurs, nos internautes pour toutes ces questions. Hein. Merci, vous avez bien joué le jeu. Je pense qu'on se retrouvera une autre fois. Hein. Je crois que ça a bien marché. Vous voyez, l'heure est passée très très vite. Gilles, encore un peu désolé pour la mise en route c'est les premières, on essuie les plates, donc c'est pas. Et puis allez sur le site d'Oversteam. Hein. Vous allez avoir plein de réponses à vos questions. Et puis au pire, vous envoyez un mail, on vous répondra toujours. Hein. Il y a une diététicienne, même nous, on peut nous faire parvenir des mails. Donc Gilles, c'est vraiment l'expert de running. Moi, c'est un petit peu le conseiller par mon expérience dans le milieu du running depuis des décennies. Donc tous avec vous, et attention, le mental compte pour beaucoup. Allez, à bientôt et bonne soirée à tous et bonne fête de fin d'année parce que ça va vite arriver. Connard là. Quand même. Bon. Ok, très bien.